toutes et à tous, si vous ne me connaissez pas, je suis Alice Facci, je suis business analyst depuis 2008 et je suis aux manettes du blog bestofbusinessanalyst.fr. Également membre du conseil d'administration de l'International Institute of Business Analysis, le chapitre France. Et puis voilà, depuis très peu de temps, j'ai lancé une petite école en ligne. Donc si vous voulez devenir business analyst, n'hésitez pas à aller regarder sur mon blog, il y a toutes les informations pour apprendre le métier de business analyst. Alors également, si vous êtes nouveau sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les notifications pour toutes les nouvelles vidéos et les nouveaux contenus que je poste. J'en poste beaucoup. J'en poste un article au moins par semaine et donc la vidéo du replay. Je vais essayer de continuer ce rythme, mais je vous avoue que c'est chaud, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Mais bon, quand je vois tout le retour que j'ai de vous toutes et tous et toute la valeur que je vous aide à dégager pour devenir business analyst, je me dis que c'est quelque chose qui en vaut la peine. La question, c'est aujourd'hui vraiment adressée aux business analystes débutants ou aspirants. Quand je dis débutants, ça peut être aussi des professionnels en reconversion qui ont déjà pas mal d'années derrière eux mais qui veulent se reconvertir au métier de business analyst. Donc cette question, c'est la suivante: quelles sont les activités qui sont confiées à un business analyst junior? C'est vraiment une demande que j'ai régulièrement, par email souvent, où on me dit voilà, je dois commencer à apprendre le métier, mais j'ai tellement d'informations à connaître, par où je commence? Quand on commence en tant que business analyst, où est-ce qu'on est staffé en fait par nos employeurs? Donc je vais essayer de répondre à cela. Alors vous me connaissez, je fais aussi un petit plan qui structure un peu ma réponse. Donc je vais peut-être avoir des redites par rapport à des vidéos précédentes, mais tout le monde ne les regarde pas, donc je me permets de renfoncer le clou. Je vais vous reparler des 3 catégories d'analyse métier, vraiment très rapidement. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a des tas d'autres contenus que je fournis, soit sur ma chaîne, soit sur Facebook, soit sur le site, le blog. Donc première chose, quelles sont les 3 catégories d'analyse métier? Deuxièmement, quelles sont les activités du business analyst en système d'information, puisque je vais me focaliser là-dessus. En troisième partie, je vais vous parler des compétences métiers et des compétences IT, puisque business analyst en système d'information est à cheval entre ces deux mondes, métier et IT. Donc je vais vous parler un petit peu des compétences qu'il faut avoir pour exercer ce métier. Et puis en dernière partie, je vais répondre à la question en vous donnant les activités et le périmètre d'intervention d'un business analyst débutant. Alors, première partie, c'est les 3 catégories d'analyse métier. Donc si vous me suivez, je pense que vous connaissez par cœur maintenant ces 3 catégories. Qu'est-ce que c'est que la business analyse? C'est recommander, définir et mettre en œuvre la meilleure solution possible en réponse à un besoin de changement exprimé par une organisation. Alors un besoin de changement, il peut venir de partout, mais en tout cas ça vient d'un constat ou d'une anticipation soit d'une anomalie interne à l'organisation. Un exemple, le service client est débordé par des appels de clients mécontents. C'est une anomalie, c'est pas normal qu'il y ait autant de clients mécontents. Donc les managers vont dire ok, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre pourquoi les clients sont mécontents. Est-ce que c'est nos processus internes qui sont pas bons? Est-ce que c'est nos produits qui sont pas bons? Est-ce que c'est notre logistique? Donc là il y aura une réflexion voilà, il faut améliorer quelque chose, il y a un besoin de changement pour faire face à ces mécontentements et on va lancer un projet. Ensuite, ça peut être anomalies internes et aussi changement interne. Par exemple, un changement de direction. Quand il y a un nouveau directeur qui arrive, souvent, il veut mettre un petit peu sa propre impulsion. Il a ses idées à lui sur comment doit fonctionner l'entreprise. Et donc, ça peut être une impulsion qui vient aussi de l'intérieur, mais de la direction. À quelque niveau que ce soit un manager ou un PDG. Ensuite, vous avez également les changements externes à l'organisation, à son écosystème. Ça peut être un changement de réglementation. Ça peut être à l'international comme au niveau national. Ça peut être des nouvelles législations. Ça peut être aussi des concurrents qui arrivent sur le marché et qui changent un petit peu la donne et la manière de faire d'une entreprise. Ça peut être une nouvelle technologie qui disrupte un petit peu le produit de l'entreprise, etc. Donc tous ces changements, ils conduisent une organisation à vouloir s'adapter à ce changement, ou alors soit parce qu'elle le constate, encore une fois, soit parce qu'elle l'anticipe. Donc là, il y a besoin d'un business analyst. Les solutions qu'on peut apporter à ces besoins de s'adapter au changement, elles sont soit au niveau de la gouvernance,
soit au niveau, c'est-à-dire de, bon, je vous expliquerai ça un petit peu après, donc soit de la gouvernance, soit au niveau du métier pur, donc des produits, de la manière dont l'organisation travaille, ou alors ça peut être aussi des changements qu'on peut apporter au système d'information. Alors je dis ou, mais ça peut être et, hein. Ça peut être à la fois gouvernance, à la fois métier et à la fois système d'information. Donc, la demande de changement, elle est exprimée, elle est initiée via un cahier des charges, donc déjà de manière très informelle entre managers, et puis après, elle va être étoffée et documentée dans un cahier des charges. Donc, vous avez compris, on associe souvent le métier de business analyst au projet informatique, mais en fait, c'est beaucoup plus large. Et d'ailleurs, quand on regarde le terme de business analyst, qui est un terme qui est assez récent, ceux qui ont quelques années d'expérience derrière eux, ils connaissent par exemple les synonymes consultant en management, consultant en organisation, consultant en stratégie, analyste métier, analyste fonctionnel, assistant à la maîtrise d'ouvrage, donc avec l'acronyme AMOA, product owner, analyste d'exigence, analyste des processus, responsable procédure, analyste d'entreprise, j'ai pas fini, chef de projet en système d'information, responsable qualification recette, spécialiste solution, consultant, ERP, BI, PLM, etc., etc. Mais en fait, tous ces termes, c'est pas des synonymes à 100%, mais ils reprennent une partie du périmètre de la business analyse. Donc, le business analyst en système d'information, il travaille sur des projets de système d'information. C'est logique. Donc, lui, son objectif, c'est d'aider à la mise en place de projets de système d'information. Le business analyst métier, lui, il va travailler sur des projets métiers opérationnels sans finalité d'implémentation de solutions logicielles. Par exemple, je reprends l'exemple du service client, on constate qu'en fait, ce sont les processus internes de l'entreprise qui sont pas bons, qui fait que l'information, quand elle est collectée, par exemple un commercial qui a l'information qu'un client est mécontent, il ne transmet pas l'information aux bonnes personnes dans l'entreprise. C'est un exemple parmi d'autres. Donc en tout cas, il y a un problème de processus métier. Et le business analyst, il peut intervenir pour aider à la redéfinition des processus métiers. Ça peut être aussi dans une démarche d'amélioration continue, ça peut être dans des démarches de conduite du changement, ça peut être pour le lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, etc. Ensuite, vous avez le business analyst gouvernance. Donc lui, il est vraiment, il va assister les cadres dirigeants à piloter leur activité et leur stratégie d'entreprise. Alors vous avez là-dedans du conseil en organisation, en stratégie. Vous avez tout ce qui est l'aide à la mise en place d'indicateurs de performance, tout ce qui est KPI, des TCO, etc. Donc tout ça, en fait, c'est du domaine du business analyst gouvernance. 80% des business analysts sont des business analysts qui interviennent dans le cadre de systèmes d'information. Alors on me demande parfois, mais d'où tu tiens ce pourcentage, ces statistiques? En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de statistiques officielles. C'est mon expérience et puis surtout tous les retours que j'ai eus de mon réseau, on va dire, de sociétés de services, etc. Et finalement, tout le monde me dit, ouais, c'est vrai que c'est à peu près cohérent avec notre chiffre d'affaires et notre vision aussi du marché. Donc, je pense que c'est à peu près ça. 80% des business analysts en système d'information travaillent dans l'IT. Et c'est pour ça qu'on fait souvent un amalgame entre business analyst tout court et business analyst en système d'information. Alors, quand vous êtes un junior, un débutant en business analyse, vous êtes souvent des professionnels en reconversion. Ça veut dire que vous avez déjà une expérience antérieure. Quand je vois tous les messages que je reçois, je peux vous assurer que ça vient de partout. Il y a des commerciaux, il y a des gens qui sont dans la finance, dans la compta, dans le marketing, dans un secteur en particulier. Franchement, il y a de tout. Donc, à partir du moment où vous avez été opérationnel quelque part, où que ce soit, vous pouvez à un moment donné envisager de réutiliser cette expérience métier pour devenir business analyst, que ce soit métier, gouvernance ou en système d'information. Quand vous êtes un débutant, jeune diplômé, que vous n'avez donc pas d'expérience antérieure, souvent vous venez de grandes écoles, d'écoles d'ingénieurs, donc le Master 2 c'est à peu près la norme, le Master 2, un niveau Master 2, c'est-à-dire ingénieur, etc. C'est la norme en général pour être business analyst, en tout cas en France et dans les pays francophones. Lorsque vous allez dans les pays anglo-saxons, je vois que c'est à peu près au même niveau que le niveau licence. Je sais pas pourquoi. Bon, eux, en tout cas, ils ont beaucoup de business analysts qui sont au niveau licence, alors qu'en France, en tout cas, y a pas mal de gens qui ont, entre guillemets, que des licences, j'aime pas dire que, parce que c'est quand même une licence, qui sont assez dépités parce que leur CV n'est pas retenu juste à cause de ça.
Donc voilà, junior, vous venez souvent de grandes écoles. Quand vous travaillez en tant que junior pour la gouvernance, c'est exclusivement dans le cadre de quand vous êtes embauché par des grands cabinets de conseil, qui eux, en fait, ils sont structurés pour aider à la montée en compétence des débutants jeunes diplômés au sein de squads, donc d'équipes qui sont composées de consultants expérimentés qui, eux, ils sont habitués à travailler avec des dirigeants. Et en fait, le junior, il va apprendre son métier en fait au contact de ces consultants expérimentés, et c'est pas lui qui va être en frontline avec les dirigeants, mais il va apprendre son métier en plusieurs années comme ça. Je reviens aux juniors métiers. Donc les juniors métiers, c'est en général des professionnels en reconversion. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent apporter leur connaissance du métier. Par exemple, je prends mon expérience propre. J'ai été pendant presque 10 ans dans le contrôle de gestion, la finance. Donc quand je me suis reconvertie, eh bien, j'ai utilisé cette expérience contrôle de gestion finance pour mes premières missions. J'étais junior en fait en tant que business analyst, mais j'étais expérimentée sur la partie métier. Voilà, donc après en IT, c'est vraiment là qu'on retrouve le plus de débutants, de juniors, parce que, bon, d'une part, c'est là qu'il y a le plus de projets, hein, bien sûr, et aussi c'est là qu'on retrouve quand même un certain nombre d'activités qui sont accessibles aux jeunes diplômés sans expérience, voire aux stagiaires. Il y a beaucoup de sociétés de services qui font appel à des stagiaires. Et puis également, c'est plus accessible aux professionnels en reconversion qui connaissent l'entreprise, mais pas le métier et encore moins les projets de système d'information. Et par ce biais-là, en fait, par certaines activités considérées comme plus simples, en tout cas moins risquées, ils vont pouvoir rentrer par cette porte-là dans ce milieu de la business analyse en système d'information. Donc voilà, donc ça c'est pour le contexte, en fait, les catégories d'analyse métier. Est-ce que vous suivez? Alors je regarde à droite. Alors oui, alors je vois les questions. Je vous répondrai à la fin, mais là je vais y répondre de suite parce que après je vais pas y revenir. Mariam, tu me demandes c'est quoi les KPI? Alors KPI, hein, Key Performance Indicators. Donc c'est indicateurs de performance clés en français. C'est tout simplement, c'est un indicateur qui permet au manager de savoir si tout se passe bien. Par exemple, le nombre de clients qui ont appelé, qui sont par exemple contactés par les commerciaux. Si un commercial il a un objectif de 10 clients par jour, un KPI c'est de dire il y a 12 clients par jour. Ça c'est un indicateur. Ça peut être n'importe quoi un KPI, hein, c'est un indicateur. Ça peut être le nombre de clients satisfaits. Ça peut être quand vous faites une tâche et qu'on mesure la performance du salarié, on est capable de dire s'il faut revenir plusieurs fois sur la tâche avant qu'elle soit bien faite. Ou alors si c'est fait bien de la première fois. C'est ce qu'on appelle le RFT, Right First Time, vrai à la première fois. Donc il y a des KPI que chaque entreprise crée pour suivre son activité et être capable de mettre en place des solutions correctives ou préventives. Après, il y a la notion de TCO, Top Company Objective, c'est aussi une notion que vous verrez beaucoup. Et ça, c'est des objectifs stratégiques. Donc les KPI, c'est des objectifs opérationnels pour travailler au jour le jour, pour que l'activité se déroule bien. Et les TCO, c'est des objectifs stratégiques mis en place par la direction générale qui sont à long terme et qui sont après déclinés en KPI. Par exemple, je veux être le premier sur mon marché. Ça, c'est un objectif, un TCO, Top Company Objective, et ça va être décliné en comment faire pour être premier sur mon marché, peut-être augmenter le nombre de clients, augmenter le catalogue de services. Donc ça, ce sera des KPI. Ça va être décliné en KPI puisqu'on va mesurer combien de nouveaux services auront été créés, combien de nouveaux clients auront été prospectés, etc. Donc voilà, c'est des termes que vous allez vraiment rencontrer très très souvent en tant que business analyst. Donc je reviens à mon fil, les activités du business analyst en système d'information. Alors quelles sont ces activités-là? Donc là, vous voyez, je me focalise sur le business analyst en système d'information et je ne parle plus des autres, encore une fois, parce que 4/5 des business analysts sont dans ce domaine-là. Alors il faut savoir d'abord que quelle que soit la gestion de projet appliquée, ce sont les mêmes activités. Ça veut dire que si vous travaillez dans des projets de système d'information qu'on appelle en V, en cascade, ou les approches agiles. Alors là, je m'excuse pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas tout ça, je vous invite à regarder ce que j'ai écrit dans mon blog ou toutes les explications que j'ai données déjà dans les autres vidéos, parce que je l'explique assez souvent. Mais voilà, sachez qu'une gestion de projet en informatique suit certaines méthodologies
Et donc parfois, les business analysts sont un peu perdus quand on passe d'une gestion de projet, par exemple en cascade, à une gestion de projet agile. Et en fin de compte, il faut savoir que les bases de l'analyse métier sont les mêmes. Il y a toujours les mêmes activités, c'est-à-dire que le quoi et le comment ne changent pas. Ce qui va changer, c'est le timing, c'est le planning, c'est à quel moment on va le faire dans le projet, c'est qui, parce que c'est pas forcément le business analyst avec la casquette de business analyst, ça peut être un autre acteur du projet qui va faire de la business analyse sans avoir l'intitulé de business analyst. Voilà, donc quelle que soit encore une fois la gestion de projet utilisée, vous allez avoir les activités suivantes. Alors tout d'abord, vous allez être en pré-projet. Donc vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a un besoin de changement. On se pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est plutôt les processus à rechanger? Est-ce que c'est un changement de gouvernance? Est-ce que c'est plutôt le système d'information à faire évoluer? Est-ce que c'est tout ça à la fois? Donc en pré-projet, on va analyser tout ça. C'est ce qu'on appelle les études d'opportunité. Il y a le business case, il y a le cadrage. Donc toute cette réflexion pré-projet, elle va être menée par le business analyst. Qu'il est le titre de business analyst ou, encore une fois, le titre de consultant en organisation, consultant tout court, manager. Un manager peut être aussi business analyst. Il ne va pas seulement manager son équipe, il peut aussi faire des activités de business analyse. Donc voilà, donc ça c'est la partie pré-projet. Après, toutes ces études d'opportunités, etc., de risques, des business cases, donc l'analyse financière, il va y avoir, donc les managers vont trancher sur on y va pas, on fait le projet, on fait un projet, on ne fait pas un projet. Dans le cas d'un projet de système d'information, ça veut dire qu'il y a eu un go pour un projet de système d'information. On a dit, voilà, pour répondre à notre changement, notre besoin de changement, il faut faire une évolution au niveau de notre système d'information. Soit implémenter un nouveau système d'information, un nouveau logiciel, soit faire évoluer l'ancien. Bon, voilà, il y a plein de possibilités au niveau de système d'information. Donc là, on rentre en ce qu'on appelle en mode projet. Le mode projet, il va avoir au niveau de l'analyse métier un certain nombre d'activités qui vont se suivre. Tout d'abord, il y a la partie qu'on appelle des besoins métiers. Dans les besoins métiers, il va falloir que le business analyst il aille mener des tas d'entretiens, des techniques. Il va utiliser ce qu'on appelle des techniques d'élicitation, donc un recueil des besoins et des besoins exhaustifs, fiables, consensuels et vérifiés également. Il va essayer de recueillir tous ces besoins, tous les besoins métiers. Avec cette matière première en main, il va pouvoir faire des analyses. L'analyse de la situation existante, l'analyse des besoins futurs, l'analyse des risques, l'analyse d'écart, l'analyse, le benchmark, comme on dit, l'analyse comparative. Donc il y a plusieurs types d'analyses que le business analyst va pouvoir mener dans le but d'émettre des recommandations. Donc à la fin de cette phase-là, il y a des recommandations c'est pas une, en général c'est plusieurs recommandations qui sont étayées, qui sont chiffrées et que le management va pouvoir étudier et le management va trancher. Il va dire ok, on va s'orienter sur ce projet de système d'information puisque je vous rappelle, là on est dans un cadre de business analyst en système d'information. Une fois que le management a tranché sur l'objectif au niveau système d'information, on va passer à la conception fonctionnelle. Conception fonctionnelle, c'est définir ce que va faire la solution. Donc là, on est dans le virtuel, on va réfléchir vraiment, avant de coder, on va réfléchir à ce que va faire la solution. Dans les projets en V et en cascade, donc traditionnels, c'est ce qu'on appelle au niveau des livrables, les spécifications fonctionnelles détaillées générales, les règles métiers, les modélisations, le glossaire. Tout ça, c'est ce qui est produit pendant la phase de conception fonctionnelle. Une fois que la conception fonctionnelle est faite, le business analyst, il va passer à autre chose, il va passer en fait toutes ses spécifications à l'équipe technique, en commençant par l'architecte qui va faire la conception au niveau de l'architecture, ensuite l'équipe technique qui va faire la conception technique au niveau base de données, etc. Ensuite, il va y avoir une phase de développement informatique où là, l'équipe technique va travailler. Donc là, le business analyst, il ne travaille plus. Il est plus. La seule chose qu'il peut faire, c'est assister l'équipe technique quand ils ont des questions, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Dans ce cas-là, il va être l'interlocuteur, mais il a, on va dire, en termes de charge, c'est beaucoup plus léger. Après le développement technique, il y a la phase de test. Et au niveau de la business analyse, le business analyst va être sur certains de ces tests, notamment tests fonctionnels, donc les tests système, tests d'intégration pour la partie fonctionnelle et puis la partie acceptance. Je ne rentre pas dans le détail, je m'excuse, c'est trop long, sinon je vais faire une vidéo beaucoup trop longue.
Je ferai sans doute une vidéo là-dessus plus tard. Donc en tout cas, il y a toute la partie test qui permet au business analyst de vérifier la solution codée et pour vérifier qu'elle est bien compatible, cohérente et qu'elle répond en fait aux besoins métiers exprimés et également à la conception fonctionnelle. Et ensuite, il y a la phase de déploiement, le go live, la mise en production où le système d'information, il est il est livré en fait aux clients et aux utilisateurs finaux. Et donc là, c'est du ressort de l'équipe technique essentiellement, enfin pas essentiellement, le business analyst n'intervient pas là-dessus. J'ai pas mentionné non plus la formation utilisateur, qui est aussi une tâche un petit peu à partir du moment où on va dire, le logiciel est codé en partie, on peut commencer à écrire les documents de formation. Et ensuite, il va falloir former les utilisateurs et le client. Et voilà. Et donc après le déploiement, il y a une période de garantie où le business analyst peut être également sollicité pour tout ce qui est aider à corriger les défauts fonctionnels. Et après, il y a toute la période qui consiste à faire de la maintenance évolutive et corrective jusqu'à la fin du cycle de vie de la solution. Donc là, on est sorti du mode projet, on est en mode maintenance évolutive et corrective, et jusqu'à ce que le logiciel il soit remplacé ou qu'il soit obsolète, eh bien, il y aura la vie de l'entreprise qui va continuer, il y aura des besoins métiers qui vont générer des demandes d'évolution du logiciel, il y aura des défauts qui n'auront pas été constatés avant, qui vont être mis en lumière et qu'il va falloir corriger, et le business analyst, il va donc pouvoir intervenir dans ce cadre-là. Donc ça, c'est les activités projet, avant-projet et post-go live sur lesquelles le business analyst peut intervenir. Donc, je vais maintenant passer à la troisième partie, parce que avant de vous dire quelles sont les activités pour le business analyst débutant, il faut que vous compreniez bien que les compétences requises pour toutes ces activités, elles ne sont pas les mêmes. Alors, j'ai malheureusement pas la possibilité de vous montrer mon écran, donc je vous ai fait une impression et on va le faire à la bonne vieille méthode. En fait, je vais vous montrer quoi? Une jauge avec d'un côté les compétences métiers, de l'autre les compétences en système d'information qui sont attendues d'un business analyst. Et au milieu, vous allez voir, il y a des activités. Alors, je ne les ai pas toutes mises, j'ai mis les principales. Mais en fait, en fonction où se trouvent les activités, ça veut dire que c'est des compétences plus métiers ou plus IT qui sont requises. Donc, attention, je vous fais un super PowerPoint. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je fais ce que je peux pour que ça se voit là. Ouais, comme ça se voit. Donc, vous voyez, en fait, vers le côté métier à gauche, on voit des certains nombres d'activités qui nécessitent des compétences métiers. Et c'est là que les juniors issus du métier seront les plus pertinents parce qu'ils connaissent le contexte métier et les attentes des utilisateurs finaux. Par exemple, si vous venez du télécom et que vous travaillez sur un projet de système d'information dans les télécoms, eh ben, collecter et recueillir les besoins métiers, ça vous sera plus simple parce que vous comprenez. De l'autre côté, vous avez le système d'information. Et là, vous voyez, il y a tout ce qui est, IT, enfin plus orienté IT, si je puis dire, avec les tests fonctionnels, base de données, la modélisation, les exigences de la solution qui sont orientées techniques, etc. Alors, je suis désolée, c'est pas super fun là, de montrer ça à la caméra, donc je vais m'arrêter là. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fonction de votre bagage, que vous soyez junior mais avec une expérience métier, ou junior sorti d'école, mais avec, par exemple, une école d'ingénieur où vous avez appris l'informatique, vous aurez une capacité à faire telle ou telle activité. Et que donc votre recruteur sera, ça sera un petit peu à lui aussi d'identifier où vous êtes le plus pertinent. Mais malgré tout, vous inquiétez pas, il y a quand même des activités très très précises que tous les juniors vont en général commencer par faire. Donc, on va passer à cette quatrième partie et c'est donc les activités et le périmètre d'intervention d'un business analyst junior. Donc, premièrement, il faut resituer le débat quand même. Quand vous êtes recruteur et que vous allez recruter un business analyst junior ou pas, parce que ça peut être un recrutement de n'importe quel poste, vous allez faire quoi? Vous allez commencer par votre besoin en tant que recruteur. Ensuite, vous allez regarder par rapport à votre besoin les candidats et vous allez regarder leur expérience, leur diplôme, leurs compétences inter- et intrapersonnelles. Et puis, vous, en tant que candidat, vous allez répondre ou pas à une offre. Vous avez des attentes aussi personnelles, des appétences particulières. Vous avez des choses que vous aimez faire et d'autres que vous voulez absolument pas faire. Moi, j'ai des business analysts débutants, ou enfin pas débutants, en reconversion, qui me disent « J'adorerais faire ce métier,
je voudrais le faire dans le système d'information. Par contre, moi et l'informatique, ça fait 4. Alors, c'est souvent aussi parce qu'il y a des gens qui pensent que l'informatique égale mathématiques, ce n'est pas le cas. Je vous engage d'ailleurs à voir une vidéo que j'ai faite à ce sujet sur, je crois, quelles sont les compétences en informatique requises pour être business analyst. Donc voilà, donc vous en tant que candidat, vous avez aussi vos attentes. Hein. Vous n'allez pas vous reconvertir dans un métier qui ne vous plaît pas, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et puis également, si vous êtes en reconversion interne à votre boîte, vous pouvez demander clairement et précisément à votre RH d'être orienté sur tel ou tel poste. Donc, faut pas vous oublier dans le sujet. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous dit, voilà, tu vas travailler dans tel sujet que vous devez tout le temps accepter. Vous pouvez peut-être parfois argumenter et montrer que vous êtes plus pertinent sur d'autres activités. Je referme la parenthèse. Et puis après, pendant l'entretien, alors là, quand on est business analyst, ce qui est important, c'est vraiment aussi votre aisance relationnelle. Autant un développeur, quand il est en entretien, c'est vraiment sa compétence technique qui va être jugée. On peut par exemple lui demander de faire du code pendant les entretiens, on va lui donner un exercice et en direct, il va coder. Un business analyst, clairement, c'est aussi les compétences relationnelles et de conversation. Si vous êtes tétanisé lors de l'entretien, malheureusement, ça risque de vous porter préjudice, même si vous avez un super CV. Donc, je sais pas, relaxation, zen, je sais pas quoi vous indiquer comme bonne technique, mais sachez qu'en tout cas, ça joue pendant l'entretien. Ensuite, une fois que vous êtes recruté, on va vous mettre sur des activités qui forcément vont répondre à un besoin du recruteur. Alors, je vais vous donner une anecdote qui est personnelle. La dernière fois, j'en avais donné de mon expérience personnelle et puis apparemment, ça avait bien plu. Donc, je vais le refaire. Donc, je me suis reconvertie après à peu près 9-10 années en tant que contrôleur de gestion. J'ai fait un Master 2 en informatique et après mon Master 2, je me suis mise à mon compte. Donc, je suis pas passée par la case société de service, je me suis mise en freelance sans connaître rien ni du consulting, ni du freelance, ni des projets de système d'information. Et je découvrais tout et non plus évidemment du métier de business analyst. Donc, je suis rentrée sur un projet initialement pour 2 semaines. C'est-à-dire que c'était pendant l'été. Et le client, il avait absolument besoin dans sa feuille de route projet d'un consultant technico-fonctionnel sur un projet de business intelligence pour lui faire une partie de ce logiciel qui s'appelle le framework. C'était sur le logiciel Cognos BI. Donc, il fallait faire le framework et dans la feuille de route projet, ça durait 15 jours. Moi, j'avais fait une formation à l'arrache du framework Cognos. Je ne l'avais jamais implémenté et c'était assez vague dans ma tête. Mais bon, sur mon CV, je l'avais mis et puis quand je suis allée en entretien, comme j'étais vraiment pas sûre de moi, je l'ai bien enfoncé le clou en disant mais j'ai jamais mis en place de framework dans la vraie vie, quoi. J'ai juste fait une formation. Et comme dans la feuille de route du projet, il fallait absolument installer ce framework et que personne n'était disponible, eh bien, faute de mieux, j'ai été choisie. Donc, coup de bol quand même, hein. Franchement, coup de bol. Alors, j'ai galéré, hein, je vous le cache pas, mais en fait, j'avais à côté de ça une compétence métier forte sur contrôle de gestion et finance. Or, il se trouvait que ce projet de BI, c'était pour des contrôleurs de gestion. Et donc, en fait, j'ai assez rapidement discuté avec on va dire le client, hein, dans le sens global, l'équipe qui représentait le client, la maîtrise d'ouvrage, qui se sont rendus compte que j'avais, en fait, j'étais comme eux, des anciens contrôleurs de gestion, des anciens directeurs financiers, et en fin de compte, je suis restée 2 ans et non pas 2 semaines dans cette entreprise parce que j'ai shifté en fait sur d'autres activités qui étaient orientées plus métier. Donc c'est important que vous le sachiez parce qu'en débutant, vous pouvez être mis sur quelque chose qui peut sembler entre guillemets simple à des gens qui ont l'habitude sur les projets de système d'information, mais vous n'êtes pas du tout à l'aise forcément, vous commencez et vous pouvez avoir une expérience à faire valoir. Il ne faut pas hésiter après quand vous rentrez sur un projet à la faire valoir parce que finalement mon client était ravi que je sois sur la partie métier et ils ont trouvé après d'autres personnes pour prendre le relais sur le framework que franchement moi j'étais pas super douée là-dessus, quoi. Donc voilà, donc ça c'est mon expérience. Malgré tout, pour un recruteur et pour un chef de projet, quand il va staffer un business analyst débutant, il va se baser sur des activités qui vont du plus simple, des moins risqués, au plus complexe et au plus risqué. Et pour identifier ces activités-là qui sont donc des points plus simples, moins risqués, au plus complexe, plus risqués, déjà il faut comprendre qu'en contexte projet et en contexte maintenance d'une solution, c'est pas la même chose. La maintenance d'une solution, elle est globalement beaucoup plus simple
est beaucoup moins risqué. Alors peut-être pas risqué, mais beaucoup plus simple qu'un projet. Si risqué aussi, il y a moins d'argent en jeu, quoique ça dépend. J'enlève la notion de risqué parce que dans les banques, typiquement, si vous avez un bug qui flingue votre portail Internet et que les clients ne peuvent pas faire leur manipulation, leur virement et tout, il y a intérêt à vite corriger. On ne peut pas attendre une semaine, quoi. En tout cas, en maintenance évolutive et corrective, en tant que business analyst, il y a une demande d'évolution ponctuelle, par exemple une fonctionnalité à rajouter, ou alors un bug à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas bien. Et donc, c'est le périmètre de votre intervention va être vraiment très circonscrite. Et donc, un junior aura beaucoup plus de facilité à travailler dans ce contexte de maintenance évolutive et corrective que s'il travaille en mode projet, où là, il faut vraiment prendre énormément de recul. Faut être capable d'avoir une vision systémique d'un système d'information qui parfois n'existe pas encore. Il faut être capable d'être très créatif, de trouver, d'avoir des recommandations, d'être force de proposition. Et donc ça, souvent, c'est beaucoup plus complexe et plus risqué aussi. Et c'est souvent confié plus facilement à des business analysts un peu plus expérimentés. Néanmoins, on peut commencer en mode projet. Ça a été mon cas. J'ai commencé en mode projet. Et là, eh bien, il y a des activités en mode projet qui sont considérées comme plus simples, ou en tout cas moins risquées. Ces activités, c'est quoi? C'est tout d'abord la formation utilisateur. Et d'ailleurs, souvent, quand on est stagiaire, on peut vous demander de réaliser les supports de formation du futur logiciel. Ensuite, vous pouvez également faire la formation utilisateur, mais ça peut être compliqué parce que face à vous, vous avez des utilisateurs métiers qui ont sans doute 10 000 questions, 10 000 problématiques. Eux, ils se réfèrent sans arrêt à leur vie opérationnelle et ils essaient à chaque fois de faire le lien entre c'est très bien le logiciel, mais est-ce que moi je vais pouvoir travailler sans perdre de temps et efficacement. Donc, la formation utilisateur sur tous les supports de formation. Deuxièmement, tout ce qui est test fonctionnel et acceptance. En tout cas, l'exécution. La préparation des cas de test et l'exécution, ça peut être quelque chose aussi que vous pouvez réaliser en tant que business analyst débutant. La partie acceptance, c'est si vous êtes business analyst côté maîtrise d'ouvrage, côté client. Donc pour rappel, il y a maîtrise d'ouvrage, c'est le client, maîtrise d'œuvre, c'est le fournisseur. Une société de services en informatique sera maîtrise d'œuvre puisqu'elle va réaliser un logiciel pour le compte du client, maîtrise d'ouvrage. Par contre, en tant que business analyst, vous pouvez être un salarié collaborateur interne du client, auquel cas on va plutôt vous demander de faire une analyse métier et après de vérifier que le logiciel réalisé par le fournisseur maîtrise d'œuvre correspond aux besoins métiers, c'est ce qu'on appelle l'acceptance. Voilà. Et les tests fonctionnels, c'est lorsque vous êtes maîtrise d'œuvre, vous êtes le fournisseur, vous allez au sein de l'équipe de développement vérifier que les spécifications fonctionnelles détaillées, par exemple, ont bien été mises en œuvre dans le logiciel. Donc je résume. Formation utilisateur au niveau des supports de formation, exécution des tests fonctionnels ou de l'acceptance, et enfin également la partie définition des exigences de la solution, les spécifications fonctionnelles détaillées étant le livrable le plus fréquemment, on va dire, réalisé par les business analystes débutants. J'ai mis dans l'ordre parce que ça c'est plus compliqué bien entendu. Donc voilà, donc ça c'est les 3 activités, on va dire, que vous serez amené en tant que business analyst junior à faire le plus souvent. Si jamais vous faites d'autres activités, notamment en projet, c'est souvent parce que vous avez une compétence, on va dire métier, forte, qui peut être utilisée par votre client ou le recruteur ou le chef de projet. Ou alors parce que vous êtes au sein d'un cabinet de conseil ou une société de service qui travaille en squad et qui va vous faire monter en compétences et donc vous ne serez pas tout seul, vous serez évidemment aidé par d'autres experts plus expérimentés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de ce live, je les regarderai a posteriori. Je peux également faire d'autres Facebook Live sur des questions auxquelles je n'aurais pas répondu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions encore une fois par mail. Je le dis depuis quelques lives, j'ai pas beaucoup de questions qui me viennent en ce moment. Alors peut-être que j'ai répondu à tout le monde, mais il y a tellement de questions, normalement vous en avez plein, ou alors vous osez pas. J'espère que je ne vous intimide pas trop. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail ou par Facebook ou tous les moyens que je mets à disposition. Je répondrai volontiers à toutes vos questions. La prochaine fois, le prochain live, je vais répondre à la question suivante. Comment prioriser ses activités quand on est business analyst?
Et puis bah, là, je vais prendre congé. Je vous remercie énormément pour votre participation à ce live. N'hésitez surtout pas à liker et à partager. Likez hein, surtout parce que Facebook et tout ça, ils ont des algorithmes pour pousser un petit peu toutes mes vidéos et qu'il y ait plus de gens qui s'abonnent et surtout qui découvrent le métier de business analyst. Bah, malheureusement, on dépend des bots de Google, Facebook, YouTube et compagnie. Donc, likez, hein, s'il vous plaît. Voilà, je vous dis à tous bon appétit si vous êtes comme moi à l'heure du repas. J'espère avoir répondu à votre question et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain live, donc jeudi prochain à midi et quart. Ciao tout le monde!